Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse de Westworld, de la première saison de Westworld. Il s'agit de la remise en ligne d'une vidéo qui date de l'époque de The Grand Est et la réalisation technique est assurée par Nicolas Cattard. Et vous aurez droit à cette introduction au début de chacune de ces prochaines vidéos qui seront remises en ligne pour répondre aux demandes de certains d'entre vous. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Salut! Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du troisième épisode de Westworld, une série que j'adore de plus en plus. Mais entrons dans le vif du sujet avec Dolores qu'on retrouve en début d'épisode en compagnie de Bernard qui lui fait passer un nouvel entretien. De toute évidence, Bernard est fasciné par l'évolution de Dolores et ses premiers signes de questionnement métaphysique. Bernard offre à Dolores un exemplaire d'Alice au Pays des Merveilles et l'invite à lire un passage qui fait écho au doute et à la métamorphose de Dolores, ainsi qu'au processus que suivent les hôtes chaque nuit lorsqu'ils sont passés en revue avant de reprendre leur boucle journalière. Bernard évoque avec Dolores le difficile deuil de son fils Charlie, ce qui nous amène à un petit détour par la séance de Skype améliorée entre Bernard et son ex-femme. La question du deuil est donc abordée et la perte d'un être cher pourrait d'ailleurs concerner d'autres personnages sans qu'on ne le sache encore pour le moment. Après tout, la symbolique de l'homme en noir pourrait aussi être celle d'un deuil, celui d'Arnold par exemple, dont on reparlera tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, lors de l'échange entre Bernard et son ex-femme, on apprend qu'il est plutôt difficile d'obtenir une ligne de communication entre Westworld et le monde extérieur. Voilà qui pourrait nourrir davantage les spéculations sur l'éventuel positionnement du parc de Westworld carrément dans l'espace, même si personnellement je continue à préférer l'hypothèse d'une île complètement paumée. Revenons à Dolores qui retrouve dans ses affaires le pistolet vers lequel la voix l'avait guidée dans l'épisode 2. Comme chaque jour, elle croise Teddy, mais cette fois Dolores lui demande qu'ils partent ensemble immédiatement. Mais c'est en vain puisque Teddy reste évidemment coincé dans sa boucle narrative. Et en parlant de boucle narrative, il faut maintenant parler de la mise à jour effectuée sur Teddy par Robert Ford en personne. Ford, le démiurge du parc, se révèle particulièrement froid et cynique avec Teddy. Il loue la bravoure qui caractérise cet hôte par une citation de la pièce Julius César de Shakespeare, mais c'est pour mieux rappeler ensuite à Teddy qu'il ne sert au final qu'à mener les visiteurs vers Dolores. Ford intègre alors une nouvelle origine à Teddy en rapport avec la narration qu'il développe en secret pour le parc. En effet, il crée un passif entre Teddy et un certain Wyatt, un ancien soldat qui prétendait entendre la voix de Dieu et qui massacrait tout le monde sans distinction. Cette intervention sur l'histoire de Teddy pourrait nous indiquer que Ford chercherait à éloigner Teddy de Dolores. On peut même se demander si Ford n'aurait pas au final conscience des entretiens secrets entre Bernard et Dolores. Et on retrouve justement Dolores et Bernard vers la fin de l'épisode pour un nouvel entretien encore plus fascinant. Suite à un échange avec Ford, Bernard se demande s'il n'a pas commis une erreur en guidant la prise de conscience de Dolores. Bernard lui demande en résumé si elle préfère la vérité ou la sécurité, et elle répond qu'elle ne sera libre que lorsqu'elle découvrira enfin qui elle est vraiment. De ce point de vue, et pour aller un peu plus profondément dans l'analyse, il ne fait aucun doute pour moi que Bernard prend ici une dimension prométhéenne. En effet, à l'image du titan Prométhée, qui s'était rapproché des hommes, eh bien Bernard se rapproche des hôtes des androïdes. Tout comme Prométhée, il leur apporte le feu, c'est-à-dire la lumière de la connaissance et de la conscience de soi. En outre, Bernard ne demande pas à Dolores de croire en lui, mais plutôt de se découvrir elle-même et ainsi d'accéder au savoir. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai plus en détail sur ce point dans la deuxième partie de la vidéo, lorsque je répondrai à la question que j'ai sélectionnée et que j'évoquerai les éléments mystiques et métaphysiques de la série. Pour résumer la fin d'épisode pour Dolores, lorsqu'elle est seule et face au danger, certaines réminiscences ainsi que le pistolet caché et la voix elle-même qu'elle entend lui permettent de riposter et de prendre la fuite. Elle termine l'épisode dans les bras de William alors que lui et Logan campent sur la piste d'un hors-la-loi. Voilà qui ne plairait sans doute pas trop à Teddy, mais plutôt que de parler de Teddy, je vous propose de revenir rapidement sur Wyatt, qui a sans doute un rôle important dans le reste de l'histoire en tant que diable inventé par Robert Ford. En effet, les hommes de main de Wyatt ont des apparences et des cris inhumains. On peut même dire qu'ils se comportent comme de véritables démons. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce Wyatt pourrait être lié au mystérieux incident qui a marqué le parc il y a 30 ans.
Passons maintenant à Teresa qui se révèle très froide et distante avec Bernard dans son rôle professionnel. Il faut dire qu'elle lui en veut de ne pas lui avoir révélé les projets de Robert Ford. Elle souligne que Ford s'est réservé une immense partie du parc pour son fameux projet et se demande ce que cache le département de Bernard au sujet des hôtes et du comportement anormal de certains. La jeune ingénieure, Elsie, est d'ailleurs là pour nous rappeler que les questions que se pose Teresa sont largement fondées. Elsie montre à Bernard que certains hôtes en contact avec le précédent père de Dolores se comportent comme s'ils entendaient dans leur voix la tête d'un certain Arnold. Dans la foulée, Bernard envoie Elsie accompagner Stubbs du QA dans sa chasse d'un hôte égaré. La chasse à l'hôte d'Elsie et de Stubbs nous permet d'apprendre que l'accès aux armes blanches est très réduit parmi les robots du parc. Mais le plus intéressant, c'est bien sûr que l'androïde en balade avait pour habitude de graver sur ses sculptures de bois la constellation d'Orion. Dans mes recherches à ce sujet, j'ai découvert une théorie passionnante qui établit un lien entre la position relative des 3 pyramides de Gizeh en Égypte et celle des étoiles du baudrier d'Orion. Par ailleurs, on peut établir des liens entre cette théorie et celle de l'homme de Vitruve et du nombre d'or que j'avais évoqué dans la vidéo consacrée au 2e épisode. En résumé, la conception du parc pourrait être inspirée d'une façon ou d'une autre par cette constellation. Dernière chose, il est intéressant de remarquer que chez les Égyptiens, Orion était considéré comme une offrande à Osiris, le dieu de la mort et de l'outre-monde. Mais revenons à la traque menée par Stubbs et Elsie. Lorsqu'ils retrouvent l'hôte égaré qui fait penser à une âme damnée coincée dans le sol, ils frappent Stubbs sans problème, mais ils préfèrent s'autodétruire plutôt que de tuer la jeune ingénieure. Alors je rêve peut-être, mais j'ai l'impression que cela pourrait ressembler à un indice sur le fait que Stubbs ne serait pas un être humain, mais un androïde, et je reviendrai sur ce point avec une image troublante. Il est grand temps de passer à un morceau d'anthologie de cet épisode, à savoir l'entretien entre Bernard Law et Robert Ford dans le bureau du directeur. Bernard vient exprimer auprès de Robert ses interrogations et évoque les conversations des hôtes avec cet Arnold. C'est alors que Ford révèle l'existence d'un partenaire initial dans la création du parc, évidemment nommé Arnold. Et Arnold justement est présenté par Robert Ford comme un brillant scientifique obnubilé par la naissance de la conscience chez les hôtes, mais qui ne s'intéressait pas du tout à la partie commerciale du parc. Quand Ford explique l'approche qu'avait Arnold de la conscience, il utilise le symbole d'une pyramide, peut-être en clin d'œil à la théorie d'Orion que j'ai résumée juste auparavant. Ford explique qu'Arnold avait programmé les hôtes pour qu'ils entendent leur programmation comme une voix intérieure. Il espérait ainsi que leur propre voix finirait par prendre le dessus et que cela amorcerait la naissance de leur conscience. D'après Ford, cette approche était inadaptée, car on ne veut pas dans ce parc que les hôtes soient conscients des horreurs qu'ils subissent, et en outre, certains étaient devenus fous et pensaient entendre la voix des dieux. On apprend également qu'il ne resterait, comme seul vestige de cette approche initiale, que les quelques commandes vocales qui sont encore utilisées sur les hôtes. Ford précise également qu'Arnold serait mort dans le parc, sans vraiment donner de détails, mais en ajoutant que ce qui est passé pour un accident n'en serait pas un, et il pourrait peut-être donner un indice vers un suicide. Il est clair que Robert Ford ne dit pas tout au sujet d'Arnold, même s'il montre à Bernard une photo qui est censée représenter Arnold et lui. Mais si ce n'était pas Arnold sur cette photo? Je préfère vous proposer une autre petite hypothèse, et si Arnold avait en réalité le visage de Teddy. On peut imaginer que Arnold et Ford étaient amoureux de la même femme, une femme qui a l'apparence de Dolores, mais à l'époque, cette Dolores avait choisi Arnold et pas Robert Ford. Depuis, Robert Ford aurait fabriqué un enfer artificiel pour y enfermer symboliquement les deux amants robotiques. Mais passons à la suite. J'ai fait quelques observations dans le bureau de Ford. Dans les vitrines derrière son bureau, il m'a semblé reconnaître le visage de Stubbs, l'agent du QA sur la gauche. Cela pourrait corroborer l'idée selon laquelle Stubbs est en réalité un androïde. On devine aussi dans une autre vitrine le visage de Dolores. Par ailleurs, sur le bureau lui-même, on remarque des photos qui ont l'air très anciennes. Il y a notamment un bébé et on aperçoit aussi fugitivement dans un cadre un groupe qui ressemble à une promotion d'école ou de militaire. Enfin, dans une photo diffusée par HBO, un gros plan sur le bureau permet d'y voir un des ouvrages du philosophe Nietzsche. Il s'agit de Beyond Good and Evil, au-delà du bien et du mal. Voilà qui ressemble à un indice nous mettant encore plus sur la piste d'un Robert Ford en tant que démiurge du parc, mais j'y reviendrai plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Passons à William qui est très peu présent dans cet épisode, mais qui nous permet de découvrir à travers lui l'effet des armes à feu du parc sur les visiteurs. Des projectiles réels sont tirés, mais ils ne provoquent que des bleus chez les humains, alors qu'ils sont mortels pour les hôtes.
Alors oui, techniquement, ça ne tient pas forcément debout, mais pour moi, ça reste un détail qui ne me dérange pas plus que ça. Quant à la fin de l'épisode, elle ne fait que confirmer que Dolores et William sont au centre de l'histoire et que le visiteur pourrait accompagner Dolores dans son voyage initiatique et métaphysique. Je vous rappelle que chaque semaine, je répondrai à une de vos questions que j'aurais sélectionnées dans les commentaires de la vidéo précédente, et cette fois-ci, j'ai sélectionné celle de Samy, donc qui était dans les commentaires sous l'analyse de l'épisode 2, évidemment. Samy me demande si j'ai remarqué certaines références à la Divine Comédie de Dante dans Westworld et souligne que le labyrinthe recherché par l'homme en noir pourrait correspondre à l'entrée du purgatoire. Pour tout vous dire, cette question fait suite à un dialogue que j'ai eu avec Samy sur Facebook et c'est lui qui a identifié les correspondances entre Westworld et la Divine Comédie et je l'en félicite. Après vérification, les points communs entre Westworld et la Divine Comédie sont totalement indiscutables. Ces références à l'enfer, au purgatoire et au paradis s'inscrivent de manière plus globale dans une analyse métaphysique de la série et peuvent aussi faire penser à la série Lost. Cela va sans dire, mais rappelons quand même que dans Westworld, les hôtes sont bien sûr une métaphore de la condition humaine face aux doutes existentiels. Il y a bien sûr des références bibliques dans la série, mais Westworld va aussi piocher du côté du gnosticisme. Si vous n'êtes pas vous-même familier avec ces concepts, je vous conseille de faire vos propres recherches sur le gnosticisme pour mieux comprendre ce que je vais expliquer, sachant que forcément mes propos resteront assez schématiques. En très résumé, les gnostiques considèrent que les âmes humaines détiennent une étincelle de divinité, mais qu'elles sont enfermées dans un monde matériel qui a été façonné par un dieu inférieur et imparfait, le démiurge. Avant et au-delà le démiurge, il y a un dieu initial, un dieu de lumière, un dieu qui ignore le mal, qui s'intéresse uniquement au concept, et dans Westworld, on peut comprendre que c'est le personnage d'Arnold qui pourrait correspondre à ce dieu initial, mais de toute évidence, ce dieu est mort ou disparu. C'est donc Robert Ford qui a pris sa place et qui s'est chargé de transposer les idées d'Arnold dans la matière, dans ce parc commercial dans lequel s'expriment les passions et surtout les pulsions de l'humanité. De ce fait, comme vous l'aurez compris, Robert Ford prend la figure de Démiurge, cette divinité imparfaite qui va inscrire les concepts, les idées dans la matière et donc permettre ainsi l'arrivée du mal. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la constellation d'Orion est associée dans certaines traditions à Saturne et au Démiurge. Rappelez-vous lorsque je comparais Bernard à Prométhée, eh bien dans la vision gnostique, Prométhée correspond à Lucifer. En effet, pour les gnostiques, Lucifer est une figure positive, il est le porteur de lumière, et c'est d'ailleurs ce que signifie le mot Lucifer de manière étymologique, porteur de lumière. Dans cette perspective, Lucifer est celui qui apporte aux humains la lumière de la connaissance de soi. Il ne leur demande pas de croire en lui, mais il les invite plutôt à s'engager sur le chemin de la connaissance et du savoir. Et forcément, ce rôle luciférien ou prométhéen de Bernard fait quand même beaucoup craindre pour le futur de ce personnage qui a toutes les chances de se faire punir par Robert Ford, le démiurge. Il y a encore un autre point commun fascinant entre Westworld et la vision gnostique. Dans cette vision, c'est uniquement au bout de plusieurs vies et de nombreuses souffrances que les âmes peuvent enfin retrouver le chemin vers la lumière, vers le savoir, vers le véritable royaume de Dieu. Évidemment, cette notion de cycle fait immédiatement penser au quotidien en boucle que vivent les autres. Par ailleurs, ce symbolisme lié au fait de retrouver un chemin vers un savoir, vers une connaissance, est directement lié au symbole universel du labyrinthe. Il y aurait donc bien un couple original et antagoniste de créateurs du parc, d'un côté Arnold, Dieu, et de l'autre Robert Ford, le démiurge. En découvrant ce qui s'est véritablement passé entre ces deux-là, et en sachant ce qu'est devenu Arnold, on percera certainement l'un des plus grands mystères de Westworld. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est de la mise en ligne des vidéos d'analyse des prochains épisodes de cette première saison, j'essaierai de garder un rythme assez soutenu, mais sans inonder ceux qui n'ont pas forcément envie de voir ces vidéos remises en ligne. Donc je vous dis à très bientôt, et puis si vous cherchez les t-shirts, vous les trouvez en description des vidéos. Salut!